Vous me l'avez demandé, et la voici. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon double setup 2022 et tout vous dire sur la façon dont je travaille. Absolument tout. Ou presque. Et oui, chers amis, je ne vais pas vous montrer un, mais deux setups. Alors je sais que ça fait un petit peu bizarre, mais il y a une logique. Et non, c'est pas uniquement pour vous faire cliquer. Je suis nul à ça de toute façon. J'ai donc deux setups parce que chaque setup a une utilité. Le studio va me servir à toutes mes prises de vue. C'est là-bas que la magie opère. Youhou, c'est fantastique. J'ai la voix cassée. En gros donc c'est là-bas que je vais tourner toutes mes vidéos pour YouTube, pour Instagram et TikTok. Car oui, je suis multiplateforme. Et j'ai même maintenant plus d'abonnés sur TikTok que sur YouTube. C'est proprement déprimant. Ensuite, pour monter toutes ces incroyables vidéos, eh bien, je me déplace, je vais dans mon bureau, et c'est d'ailleurs aussi là-bas que je vais faire toutes mes sauvegardes, et que je gère ma compta. Il faudra que je vous parle de ma compta. Non, en vrai, non, pas du tout. Et bien sûr, vous vous en doutez, mais pour que tout ça fonctionne, il faut un minimum de matos. En fait, il en faut même beaucoup. Mais ce qui est cool, c'est que vous trouverez dans la description de la vidéo tous les liens qui vont bien. Des liens qui, je le précise, sont affiliés. Ce qui veut dire que si vous achetez un produit par leur biais, moi je touche une petite commission. Et ça fait très plaisir. Bref, trêve de bavardage, on a du boulot. Allons-y. Le setup du studio. La pièce maîtresse du studio, c'est finalement lui, le FlexiSpot E8, un bureau capable de se relever pour me permettre de travailler debout ou de filmer plus confortablement. Si vous avez vu ma première vidéo de l'année, alors vous savez que j'avais déjà opté à l'époque pour un autre bureau de la même marque, le Q5. Un bureau qui m'a accompagné pendant plusieurs mois, mais qui m'est très vite apparu trop petit. Le mois dernier, j'ai donc décidé de changer en opérant une légère montée en gamme. Le 8 va effectivement beaucoup plus loin que le Q5. Il est équipé de deux moteurs et surtout d'une fonction de mémorisation qui permet de sauvegarder plusieurs positions. Grâce à ça, je n'ai qu'à appuyer sur un bouton pour monter ou abaisser le bureau au bon niveau. Et j'ai même une sécurité enfant. Alors après, histoire d'avoir un setup un petit peu propre, j'ai aussi investi dans des accessoires pour le câble management, un cache-câble et des passe-câbles. La multiprise se trouve donc collée sous le plateau avec tout mon attirail branché dessus et un seul câble qui part vers la prise. Toujours par rapport au bureau, j'ai eu un gros coup de cœur pour le plateau en bambou. Un plateau durable et qui passe hyper bien en vidéo. Et je précise d'ailleurs que des promotions sont actuellement en cours chez FlexiSpot avec des réductions pouvant atteindre les 14%. C'est peut-être le moment de vous faire plaisir. Ensuite, il y a mon iPad Pro M1. Un iPad Pro qui me sert à plein de choses. Je fais mes recherches dessus, bien sûr, mais je note aussi mes idées, je structure ma pensée et j'écris même mes scripts dessus. Et en prime, il fait aussi office de prompteur. Mais bien sûr, cet iPad Pro, aussi puissant soit-il, ne se suffit pas à lui seul. Je l'ai donc installé sur le Studio Dock de Kensington, un accessoire pas tout à fait ordinaire. Cette station d'accueil va en effet très loin. Non contente de recharger l'iPad, elle me permet aussi de le connecter à des supports de stockage ou même de lire des cartes SD dessus. Le dock abrite plein de connecteurs différents, de l'USB-A, de l'USB-C, un lecteur de carte SD et même un port Ethernet. Grâce à lui, on peut donc vraiment transformer l'iPad en ordinateur de bureau. Mais ce qui est cool, c'est qu'en prime, Kensington a aussi placé deux socles de recharge sans fil au niveau de son pied. Des socles qui permettent de charger des AirPods Pro par exemple, ou même un iPhone. Il y a en revanche un petit bémol, et ce petit bémol, c'est le prix. La station coûte quand même plus de 600 €, et autant dire que c'est un vrai budget. Du coup, et par la force des choses, elle ne s'adresse clairement pas à tout le monde. Pour le clavier et la souris, mon choix s'est porté sur les dernières créations de Logitech, que j'utilise aussi d'ailleurs à mon bureau. La MX Master 3S et le MX Mechanical Mini. La MX Master 3S est la toute dernière série haut de gamme du constructeur suisse. Elle reprend le même look que le modèle précédent avec deux changements notables. Les boutons sont beaucoup plus silencieux et la définition passe à 8000 dpi, ce qui est très pratique lorsqu'on bosse sur des écrans en très haute définition. Mais surtout, elle a pour avantage de pouvoir se connecter à 3 appareils. Je l'utilise donc sur mon iPad, sur mon Mac et même sur ma tour sous Windows. Un atout que partage aussi le MX Mechanical Mini, le nouveau clavier de Logitech. Un clavier mécanique et compact. Alors j'ai eu un petit peu de mal à m'y faire au début, c'est vrai, mais j'aurais vraiment du mal à m'en passer à présent. La frappe est hyper confortable et on a plein d'options bien pensées.
tout, absolument tout est personnalisable. Il sera même possible de changer le mappage des touches en fonction du logiciel ou encore de modifier le look du rétro-éclairage. Et en prime, on a plein de raccourcis pour Windows ou macOS, ce qui est hyper pratique au quotidien. C'est vraiment un pur clavier. Pépite comme ils disent. Mais bien sûr, le bureau et l'iPad ne suffisent pas. Pour filmer, il faut aussi une caméra. Alors j'ai pendant longtemps, très longtemps, utilisé l'A7 III avant de me faire un petit plaisir et de passer sur l'A7 IV en fin d'année dernière. Alors je vais pas vous faire un test détaillé, mais ce boîtier m'a franchement changé la vie. Niveau qualité d'image, déjà, il y a un vrai gap avec l'arrivée du 10 bits. On a une image qui est beaucoup plus précise. En prime, on a aussi un gain en définition, ce qui est toujours pratique quand on fait aussi de la photo. Et puis il y a ce fameux écran rotatif qui me simplifie énormément la vie. Par contre, c'est amusant, mais la 4K à 60 fps ne me sert pas tant que ça. Je pensais vraiment que je serais souvent dessus, et en vrai, je reste le plus souvent à 25 fps. Mais bien sûr, le boîtier n'est qu'une partie de l'équation. Sans de bons objectifs, on ne va pas très loin. Et là, en l'occurrence, on peut dire que je me suis fait vraiment plaisir. 90% de mes plans sont ainsi filmés avec un 24-70 mm de 8 GM. Une optique qui coûte très cher, je crois que je l'avais eu à un peu plus de 2000 €, mais qui est proprement incroyable. Et en complément, il m'arrive aussi d'utiliser le 90 mm macro de Sony. Et puis ensuite, il y a la lumière. Le truc, vraiment, qu'on sous-estime souvent quand on démarre sur YouTube. La plupart du temps, on va mettre tout notre budget sur le boîtier et sur les optiques. D'ailleurs, plus sur le boîtier que les optiques. Et la lumière, on va prendre des vieux panneaux à LED dégueulasses de chez Neewer. Sauf que ça, vraiment, c'est un mauvais plan. Parce qu'une bonne lumière change tout. Et à choisir, il vaut mieux une très bonne lumière et un boîtier moyen qu'un très bon boîtier et une lumière dégueulasse. C'est beau ce que je dis. Je vais le noter. Non, je déconne. On n'a pas le temps. Alors si on laisse de côté les lampes d'ambiance, et oui, je me suis beaucoup fourni chez Philips Hue, j'ai finalement surtout deux lumières, qui viennent toutes de chez Falcon Haze, soit la SO68 TDX2 et la SO28 TD. Alors la première est la plus grande, et c'est elle qui me sert de lumière principale. La seconde est un peu plus petite et elle me sert principalement à déboucher les ombres. Et en prime, ces lumières proposent plein de modes différents pour simuler des éclairages variés, mais j'avoue que je ne les utilise pas des masses. Alors tout ça c'est super, mais qu'en est-il du son ? Alors j'ai utilisé plein de micros différents et la plupart m'ont déçu. En dehors du lavalier que je ressors de temps en temps, j'ai utilisé pendant un temps le Shure MV7. En fait, j'ai utilisé pendant à peu près 3 semaines, parce qu'au bout d'un moment, le connecteur micro USB a fini par se casser. Du coup, maintenant, je suis sur un Sennheiser MKE600 et ça me va très bien. Alors concernant le Shure quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que ce connecteur micro USB, s'est cassé au bout d'une dizaine de prises. Alors ça fait pas très plaisir. Ça fait pas plaisir quand ça arrive, et ça fait pas plaisir non plus quand vous vous retournez vers le service après-vente de Shure et que les mecs vous répondent au bout de 4 mois en vous disant « Ouais, on a eu un petit problème avec notre back-office et du coup, on n'avait pas vu votre message. » Ça, c'est vraiment pas du tout pro. Et le pire, c'est que les mecs m'ont dit ensuite « Vous avez qu'à vous retourner du côté vers Amazon, quoi. » Et vous voyez, sauf qu'Amazon, ils veulent rien entendre parce qu'ils me disent « Nous, on vous a vendu le produit est arrivé, vous l'avez utilisé, il marchait très très bien, là il s'est cassé, c'est pas de notre faute, c'est de la vôtre. » Sauf qu'en réalité, non, c'est pas de ma faute. Clairement, j'ai regardé sur internet et il y a plein de gens qui ont eu exactement le même problème avec ce même connecteur micro USB. Donc clairement, n'achetez pas du Shure. En tout cas, pas ce modèle-là, parce que le connecteur micro USB, c'est de la Voilà, vous avez compris. Autre précision qui a aussi son importance, le son que vous entendez là actuellement, il ne sort pas directement de mon Sennheiser. En fait, je l'ai retravaillé. Et il n'est pas parfait, c'est vrai. Des fois, vous avez des gens qui me disent « Ouais, il y a un petit problème au niveau des basses ou au niveau des aigus. » Vous avez d'autres qui adorent. Mais voilà, c'est un son qui est retravaillé derrière, donc c'est pas le son brut non plus. Et c'est pas facile de retravailler le son, je le précise. Je préfère vraiment travailler l'image que le son. Le setup du bureau. Côté bureau, la pièce de choix est bien entendu mon MacBook Pro M1 Max de 14 pouces. Alors je l'ai depuis l'année dernière et c'est sur lui que je monte chaque vidéo. Celle de YouTube bien sûr, mais aussi mes réels, mes TikTok et toutes les vidéos que je peux filmer avec mon drone. Alors j'en avais déjà parlé dans mon test, mais cette machine est pour moi unique en son genre. Vous n'avez pas de meilleur ultra portable sur le marché. Je le dis vraiment comme je le pense, il n'y a aucun autre ordinateur portable qui lui arrive à la cheville. Car non content d'être puissant, le MacBook Pro est en plus compact, silencieux et extrêmement autonome. Les seuls moments où j'ai pu entendre ces ventilateurs, c'est durant l'export des plus grosses vidéos. Et vraiment, c'est pas systématique. Alors après, bien sûr, un 14 pouces, c'est un peu petit pour monter de grandes vidéos. Et donc, j'ai un écran externe. Et non, c'est pas un studio display. Et c'est pas non plus un Pro Display.
En fait, il s'agit d'un écran LG, un écran 4K qui s'étend sur 34 pouces de diagonale au format wide et qui est légèrement incurvé. Alors ce n'est pas le meilleur du marché, mais il fait bien le job et son format est idéal pour monter des vidéos sans trop saigner des yeux. Petite précision en revanche, j'ai fait le choix de retirer son pied et de le monter sur un bras, ce qui me permet de le régler en hauteur, de l'avancer, de le reculer et même de le faire pivoter en fonction de mes besoins. Et puis c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Le clavier et la souris, vous les connaissez déjà, ce sont les MX Master 3S et MX Mechanical Mini de Logitech. Pour connecter mon Mac à mon écran et à tous mes périphériques, j'utilise un accessoire qui est devenu complètement indispensable, un dock Thunderbolt conçu par OWC. L'écran, le disque dur externe, les cartes mémoire sont directement branchés dessus. Quand j'arrive au bureau, je n'ai donc qu'à brancher un câble Thunderbolt à mon Mac pour passer en mode bureau. C'est simple et rapide. Alors pendant longtemps, j'ai aussi utilisé mon MacBook Pro comme second écran et puis finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule. Kensington m'a en effet prêté un Studio Caddy qui se présente sous la forme d'un double dock. Concrètement donc vous avez une partie à l'arrière avec plusieurs rangements. Le premier vous permettra de faire tenir le MacBook Pro fermé à la verticale. Le second accueillera un iPad. La seconde partie du Studio Caddy intègre deux stations de charge, une pour les AirPods, l'autre pour l'iPhone. Et sur le côté on va trouver deux connecteurs au format USB-C et USB-A. Des connecteurs qui vous permettront de charger votre Mac et votre iPad tout en les utilisant. Et cerise sur le gâteau, ces deux éléments sont magnétiques, il suffit de les rapprocher l'un de l'autre pour les attacher. En gros donc, vous avez besoin de charger tout votre attirail, vous les collez, vous branchez tous les câbles qui vont bien et c'est terminé. Par contre, si vous voulez juste bosser et utiliser votre iPad comme second écran, eh bien vous retirez la partie qui est située à l'avant et vous conservez donc juste la partie arrière. C'est bien pensé et j'aime bien ce côté modulaire. Pour la partie sonore, j'utilise principalement mes deux HomePod mini en les commandant soit à la voix, soit directement depuis mon Mac, mon iPhone ou mon iPad. Le son n'est pas parfait, c'est vrai, mais il est largement suffisant pour mon usage. En revanche, si j'ai besoin de me couper de mon environnement, genre quand les enfants sont là, eh bien je troque les HomePod mini contre les AirPods Max et leur incroyable ANC. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de les tester récemment dans un avion et c'est juste incroyable. Vous n'entendez strictement rien. C'est vraiment fou. En revanche, pour monitorer le son, je préfère utiliser un autre casque que j'ai acheté exprès, à savoir le Beyer Dynamic DT 1670 Pro. Il coûte un peu plus de 100 € et il fait des merveilles. Alors je vous ai montré avec quoi je tournais et comment je montais, mais il me reste un chapitre important à évoquer. Et ce chapitre important, c'est bien sûr le stockage. Alors si vous faites un peu de vidéo, vous savez que le stockage est toujours un problème. Alors je tourne pas en ProRes, mais mes projets dépassent le plus souvent les 60 Go. Et au bout d'un moment, ça commence vraiment à peser. Pour les projets en cours, j'utilise donc un Samsung T5 de 1 Tera. Alors c'est vrai, il est pas tout jeune, il a quelque chose comme 3 ans, mais il ne m'a jamais laissé tomber. Alors que je monte toutes mes vidéos directement à partir des rushs qui sont stockés dessus. Les archives, pour leur part, sont stockées sur des NAS. J'en utilise plusieurs, mais ils viennent tous du même constructeur, à savoir Asustor. Le principal est un AS6604T, dans lequel j'ai mis des disques Western Digital Red de 4 Tera, le tout en RAID 5. Comme ça, s'il y a un disque flanche, je peux quand même récupérer mes données. Alors, ça marche bien, mais je vous avoue que c'est pas non plus la solution idéale. En matière de stockage, le plus important, c'est ce qu'on appelle la redondance. Ce qu'il faut, c'est cumuler les supports pour être sûr de retrouver vos fichiers en cas de pépin. Là, par exemple, clairement, si un jour ce NAS-là est touché par un ransomware ou par un virus, eh bien, je risque de perdre tous mes backups. Pour bien faire les choses, il aurait fallu du coup que je m'appuie aussi sur une solution de stockage dans le cloud, et donc sur Internet. Sauf que voilà, j'ai pas la fibre. Et sans la fibre, transférer des projets de 60 Go, je préfère pas. Genre, pas du tout. Et voilà donc pour mon double setup 2022. Alors je sais, c'est pas le plus impressionnant du marché, vous avez des confrères qui ont du matériel qui coûte bien plus cher, mais c'est ce que j'utilise au quotidien. Alors j'ai pas fait le compte, même si je sais qu'en indiquant le prix, ça aura fait plus de clics, mais concrètement, entre le boîtier, les optiques, le Mac, qui coûte cher, l'iPad Pro, les éclairages, je pense que j'en ai autour des 20 000 €. Alors oui, c'est une somme qui est importante, mais en fait, cette somme est entièrement couverte, du moins en grande partie couverte, par les bénéfices que génère la chaîne. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que de base j'avais vraiment pas du tout ce matériel là et c'est au fur et à mesure, au fil des années, que j'ai commencé, disons, à améliorer mon setup. Et ce, à mesure que le nombre d'abonnés grimpait. Et là ça touche à un autre domaine qui est très intéressant, l'argent. Ou plutôt les liens entre les marques et les influenceurs.
Parce que vous avez des gens sur internet qui font leur pain en crachant sur leurs confrères. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Je suis tombé l'autre jour sur une vidéo, vraiment je suis tombé de haut. Et la vidéo en gros disait que toutes les personnes qui avaient travaillé avec une marque, que je ne citerai pas, étaient des prostituées. C'est pas le terme exact, hein. C'était un petit peu plus virulent que ça, mais vous avez compris l'idée. J'ai pas répondu parce que je ne voulais pas faire de la pub à cette personne-là, mais pour moi, cette vidéo, ce témoignage, ces publications en règle générale, témoignent vraiment d'une grosse méconnaissance du sujet. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez produire du contenu sur Internet, que ce soit sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok, vous allez avoir besoin de 2 choses. Le matériel. Alors, si vous êtes riche, hein, si vous avez un boulot qui vous rapporte beaucoup d'argent, à la rigueur, le matériel, vous pouvez l'autofinancer. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant des années, avant de me lancer à temps plein sur YouTube. Le temps, en revanche, malheureusement, il est incompressible. Une journée compte 24 heures. C'est comme ça. C'est le deal que vous avez chaque matin en vous réveillant. Vous savez que vous avez un nombre d'heures limité pour bosser. Or justement, une vidéo comme celle que vous regardez là actuellement demande pas mal de jours de boulot. L'écriture, je crois que ça m'a pris une après-midi entière. Plein temps, hein, donc on va dire 6 heures. Le tournage du facecam, donc normalement je crois que la vidéo va faire à peu près 10 minutes, hein, je pense, et là je regarde sur le chrono, ça fait à peu près 1h30 que je tourne. 1h30, d'accord. Sans compter hein, les pauses, les cuts, replacer les éclairages, machin, essayer de faire un truc un peu propre, faire des prissons quand même pour tester avant d'enregistrer, pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc 1h30 rien qu'à tourner ce facecam. Ensuite vous avez les b-rolls. Alors les b-rolls bien sûr, hein, vous pouvez faire des trucs un peu vite fait, quoi. Ouais, vous prenez votre téléphone, vous filmez un truc, voilà, ça fait des b-rolls. C'est pas comme ça que je travaille. Je fais vraiment un gros boulot, on s'en rend pas compte parce que voilà, ça reste assez fluide quand vous regardez la vidéo, mais le tournage des b-rolls, rien que le tournage, ça me prend, ça m'aura pris 2 après-midi. 2 après-midi. Donc déjà là, on est quoi à peu près 2 jours de travail, 2 jours de boulot, 2 jours et demi. Et ensuite on a le montage. Le montage, ça va me prendre 2 jours. Pourquoi ça va me prendre 2 jours? Parce que quand je monte et quand je produis une vidéo, je ne produis pas une vidéo juste pour balancer du contenu sur internet et aller chercher du clic. Je veux que mes prods soient un minimum soignés. Alors elles sont pas parfaites, hein. Le son est pas parfait, des fois la couleur c'est pas trop ça, ou l'éclairage laisse un peu à désirer, c'est pas parfait, mais c'est ce que je sais faire le mieux à l'instant T, vous voyez. Donc moi mon but, c'est pas de faire les plus belles vidéos du monde, les vidéos les plus professionnelles du monde, ou de produire du contenu à la chaîne. Mon but, c'est de produire les plus belles vidéos que je suis en mesure de fournir au moment où je les tourne et où je les monte, au moment où je les réalise. C'est ça mon but. Donc ça demande du temps. Et clairement, quand vous avez un métier à côté, c'est très compliqué de concilier les deux. Mais vraiment très compliqué. Donc, pour avoir de l'argent, acheter du matériel et du temps, vous avez besoin de quoi ? De faire rentrer des billets, oui c'est vrai, vous avez besoin de faire rentrer des billets. Après bien sûr, hein, les vidéos sponsorisées, si vous regardez bien sur ma chaîne, il n'y a jamais écrit test dans le titre. Et je crois même d'ailleurs que je ne prononce jamais le mot test. Parce que ce sont des vidéos qui sont sponsorisées. Mais ça n'empêche pas de penser chaque phrase que je peux prononcer. Mais bon, j'ai pas trop m'étendre sur le sujet, je pense vraiment que ça mériterait une vidéo, hein, parce que il y a tellement de trucs complètement stupides que je peux lire à longueur de journée. Après, ça fait partie du jeu. Vous avez ceux qui font et ceux qui critiquent. En revanche, quand on se tourne vers l'insulte, généralement, c'est qu'on n'a pas grand chose d'intéressant à dire. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusque-là, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Voilà, les commentaires sont là pour ça, et moi je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, et on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao. It's the end of the world, illuminate.